Commençons par la visite de Poutine en Inde. Que pensez-vous qu'il ait accompli? Eh bien, il y avait beaucoup d'attentes quant à la conclusion de grands contrats de défense et d'accords de ce genre, mais cela ne s'est pas produit. Je soupçonne que les Indiens étaient un peu nerveux, car ces accords sont probablement en préparation, mais ils ne veulent pas aller de l'avant à un moment où les États-Unis les menacent de nouveaux droits de douane. Ainsi, le faste, le protocole, les cérémonies, tout cela portait sur d'autres sujets, et ils ne pouvaient pas l'accent sur la dimension militaire. Ce que Poutine a accompli, à mon avis, est quelque chose de bien plus important à long terme. Il a amené l'Inde à s'engager plus profondément dans les BRICS. Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que l'Inde serait un partenaire un peu détaché ou sceptique au sein des BRICS. Ce que veulent les Russes, c'est évidemment que l'Inde reste membre des BRICS. Ils souhaitent développer une relation économique très solide avec l'Inde. Les Russes disposent de nombreuses technologies qu'ils peuvent fournir, et ils ont déjà une expérience dans la fourniture de biens industriels et d'autres produits de ce type à l'Inde. En même temps, ils veulent devenir un marché important pour les produits indiens, des biens de consommation, mais aussi peut-être certains articles industriels et autres produits de ce genre. Et il y a aussi des discussions en Russie, selon lesquelles le pays souffrirait d'une pénurie de main-d'œuvre et que des travailleurs indiens pourraient venir en Russie pour y travailler. Donc, tous ces sujets sont en cours de discussion. Mais en fin de compte, la priorité majeure pour les Russes est de resserrer les liens au sein des BRICS. Ils veulent voir l'Inde s'engager pleinement dans les BRICS et ne pas envisager d'alternatives ni se tourner vers des options américaines. La Russie est en position de force pour cela, car elle entretient une relation très longue et très solide avec l'Inde. Les Indiens ont beaucoup de sympathie pour la Russie, et les Russes ont beaucoup de sympathie pour l'Inde. Ainsi, consolider cette relation renforce véritablement la cohésion des BRICS. Je pense que Modi se trouve dans une situation assez difficile. Il essaie de trouver un équilibre entre les États-Unis et la Russie, ce qui n'est pas facile. Et puis, bien sûr, en toile de fond, il y a aussi la Chine. En plus, il est en conflit avec le Pakistan. Ce n'est pas simple pour lui de jongler avec tous ces équilibres, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Je veux dire, il faut souligner que la relation entre les États-Unis et l'Inde est relativement récente. Elle remonte à l'époque de George W. Bush. Jusqu'alors, l'Inde et les États-Unis avaient généralement entretenu une relation très tendue. Mais George W. Bush, qui fut le premier président à se montrer ouvertement hostile à la Chine, bien que pas au niveau que nous observons aujourd'hui, a initié la politique consistant à renforcer l'Inde comme contrepoids à la Chine. Et bien sûr, jusqu'à ce moment-là, les Indiens s'étaient appuyés sur la relation très solide qu'ils entretenaient avec l'autre superpuissance, l'Union soviétique. L'Inde voulait équilibrer ses relations, elle voulait un allié superpuissant. Elle a toujours voulu un allié superpuissant parce que, pour le dire simplement, elle a été vaincue par la Chine lors d'une guerre en 1962. Et la Chine est devenue depuis un pays beaucoup plus puissant, comme nous le savons tous. C'est pourquoi, après la disparition de l'Union soviétique, l'Inde s'est rapprochée des États-Unis. J'ai le sentiment que les relations entre l'Inde et les États-Unis se sont nettement refroidies. Et c'était déjà le cas avant ces derniers droits de douane et tout le reste. J'y reviendrai dans un instant. L'Inde se tourne donc maintenant vers un autre pays. Peut-être pas tout à fait une superpuissance comme l'était l'Union soviétique, mais clairement une puissance montante et amicale. Et c'est la Russie. Donc, ils se rapprochent à nouveau des Russes.
et ce sont les Russes qui veulent qu'ils le fassent. En même temps, les Russes veulent orienter l'Inde loin de ses positions anti-chinoises. Tout le monde comprend que cela prendra énormément de temps. L'une des raisons, comme nous l'avons évoqué dans des émissions précédentes, est que l'Inde a été déçue par ce qui s'est passé avec les États-Unis. Dans l'imaginaire indien, la raison pour laquelle la Chine a décollé dans les années 1980 et 1990, c'est qu'il y a eu à cette époque un immense afflux d'investissements américains en Chine. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens croient, y compris aux États-Unis. Ce n'est absolument pas toute la vérité. Ce n'est qu'une toute petite partie de la vérité, si je peux le dire ainsi. Je veux dire, vous avez lu cet article d'Arnaud Bertrand. En réalité, la réussite économique de la Chine est quelque chose que la Chine a accompli elle-même. Ce n'était pas un cadeau des États-Unis. Mais les Indiens pensaient que ce flot d'investissements américains qu'ils imaginaient avoir été dirigé vers la Chine viendrait, cette fois, chez eux. Et ils sont très déçus que cela ne se soit pas produit à l'échelle qu'ils espéraient. Ils ont découvert que les Américains ne sont pas doués pour fournir des infrastructures et n'aiment pas conclure d'accords de partage technologique et toutes ces choses-là. Les Russes, eux, sont très bons en matière d'infrastructure. Peut-être pas au niveau des Chinois, car personne ne l'est. Mais néanmoins, ils sont compétents dans ce domaine. Si vous allez en Russie, vous verrez les routes, les ponts, tout cela. Ils sont très bons. Et les Russes partagent leur technologie. Cela fait donc de la Russie un bon partenaire pour l'Inde à l'heure actuelle. C'est quelque chose que la Chine devrait accueillir favorablement d'ailleurs, car bien sûr, la relation de la Russie avec la Chine est sa relation la plus importante. D'ailleurs, Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, vient de le confirmer à nouveau aujourd'hui. Il a prononcé un discours devant la Chambre haute du Parlement russe. Ainsi, une bonne relation entre l'Inde et la Russie rend beaucoup moins probable l'éventualité de conflits entre l'Inde et la Chine à l'avenir. Et étant donné qu'une grande partie du ressentiment indien envers la Chine vient du fait que la Chine a prospéré, tandis que l'Inde a stagné. Enfin, a stagné jusqu'à récemment. Si l'Inde commence à se ressaisir sur le plan économique et se sent ensuite suffisamment confiante pour demander à la Chine de s'impliquer davantage dans la construction de ses chemins de fer, de ses routes et de tout ce qui s'y rattache, eh bien l'Inde est, soit dit en passant, l'endroit idéal pour les trains à grande vitesse. Vous savez, pour les super trains que la Chine possède. À mon avis, l'Inde en a encore plus besoin que la Chine. Mais oui, si l'Inde parvient à surmonter tout cela, elle pourrait avoir le sentiment non seulement de croître rapidement, mais aussi de voir son secteur manufacturier et ses industries recommencer à se consolider. Alors, l'Inde et la Chine pourraient commencer à établir une relation meilleure et plus étroite, car les Indiens pourraient retrouver leur confiance en eux et ne plus se sentir aussi préoccupés par quelques collines de l'Himalaya, dont au fond, ils se soucient peu. Il faut dire que quiconque passe un peu de temps avec des Indiens s'en rend compte très vite. Alors, Macron a rendu visite à la Chine. Tu parlais de la rapidité avec laquelle il change et effectivement, en l'espace de 24 heures, il était tout amical quand il était en Chine. Puis il est rentré et a immédiatement commencé à menacer la Chine, disant qu'il devrait imposer des tarifs à la manière des États-Unis. Mais il devrait savoir que les tarifs américains ne fonctionnent pas, non? Il est vraiment aussi stupide que ça? Oui. Eh bien, il est complètement stupide. Je veux dire, la Chine vient d'enregistrer le plus grand excédent commercial de l'histoire pour un pays, $1 billion. Et ce n'est même pas pour l'année entière, d'ailleurs. C'est seulement pour les 11 mois écoulés jusqu'à présent. Donc je veux dire, cela malgré tous ces droits de douane américains. La puissance manufacturière de la Chine se maintient
les exportations chinoises continuent. L'idée que l'Union européenne soit plus capable de ralentir ce mastodonte est absurde. Tout ce qu'elle ferait, ce serait de dévaster encore davantage l'économie française, l'économie européenne. S'ils devaient emprunter cette voie, ce serait une folie pure et simple de leur part. D'ailleurs, il y aura énormément de gens en France qui ne seront pas d'accord. Je veux dire, où va tout ce cognac français, par exemple, pour ne citer qu'un exemple plutôt anodin. Just to give a one rather trivial example. Le fait est, juste pour te dire, qu'il y a des Français qui vivent en Chine. Et il commentait en disant que la Chine avait fait preuve d'une grande hospitalité envers lui, n'est-ce pas? Les gens étaient très chaleureux au Sichuan. Et donc ces Français vivant en Chine disaient « Il n'est pas très populaire en France, on ne l'aime pas vraiment, mais tu sais, les Chinois, on était trop amicaux avec lui et effectivement, il a complètement changé d'attitude juste après. » Alors, certaines personnes du Sichuan ont réagi pour expliquer pourquoi il avait été si bien accueilli là-bas. Ils disent qu'au Sichuan, il y a des zones montagneuses avec beaucoup de singes sauvages et bien sûr des pandas. Alors, ils ont plaisanté. D'accord, il est plus rare qu'un panda et plus amical que ces singes parce que les singes, vous savez, attrapent la nourriture, les affaires des touristes, comme les chapeaux, parfois même les téléphones. Ils sont très agressifs, ces types de singes. Donc il n'est pas aussi agressif que les singes sauvages. Et il n'y a pas de droit d'entrée. C'est gratuit pour le regarder. C'est ainsi que les gens ont expliqué pourquoi il a été accueilli si chaleureusement. Je soupçonne, blague mise à part, qu'il y a probablement une autre raison à cela, à savoir que Macron peut encore tirer parti de l'immense capital de sympathie que la France a acquis sous la direction du général de Gaulle. De Gaulle fut le premier dirigeant occidental à reconnaître la République populaire de Chine et à établir des relations diplomatiques avec elle. Il a toujours traité la Chine comme une grande nation et un grand pays. Cette politique a ensuite été consolidée par son successeur, Georges Pompidou. Et pendant très très longtemps, même après la mort de Pompidou, sous les présidents suivants, la France s'est positionnée comme le pays occidental le plus amical envers la Chine. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais je pense que, comme les Chinois ont une mémoire très longue, une partie de cela reste encore présente en Chine, peut-être aussi parmi les membres de la direction chinoise. Je pense donc que c'est probablement la raison pour laquelle, malgré le fait que Macron soit effectivement un personnage étrange, très étrange, si je puis dire, très double, il peut vous dire une chose en face et quelque chose de complètement différent derrière votre dos. Mais malgré tout cela, je pense qu'il conserve encore le sentiment qu'à un moment donné, les relations entre la Chine et la France se rétabliront. Et je pense qu'ils ont raison, d'ailleurs. J'ai été en France. Je connais la France. Je connaissais autrefois la France très très bien. Et d'après mon expérience, le pays le plus amical d'Europe envers la Chine était la France. L'attitude des Français envers la Chine est extrêmement positive. Je crois qu'il en va de même pour l'Italie, mais je ne suis pas allé en Italie depuis très longtemps. Mais en Chine, comme en France, je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que le président Macron fait et dit. Eh bien, j'ai juste l'impression qu'il n'a pas vraiment besoin de faire ça. Je veux dire, je suppose qu'il doit montrer qu'il est ferme avec la Chine pour certains dirigeants européens. Je ne sais pas. Mais en termes de confiance, il voulait clairement obtenir des investissements de la Chine. Et la Chine n'est pas opposée à investir en Europe. Regardez la Hongrie, non? Il y a une usine de batterie là-bas. Mais le problème de l'Europe, c'est qu'elle a un environnement très instable. À mon avis, rien qu'à travers son attitude, on voit que d'un côté tout semble amical, tout va bien, et puis soudain il se met à dire ce genre de choses.
Donc, avec une telle attitude envers la Chine, cela rend l'investissement difficile. Very hard. Absolutely. And I mean, you Très difficile. Absolument. Et je veux dire, on voit aussi à plusieurs reprises qu'ils ne sont pas seulement instables, mais qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Je veux dire, nous avons eu le fiasco Nexpedia qui est toujours en cours. Je n'ai pas l'impression que cela a été résolu du tout. Avant cela, il y a eu Huawei et ce qui s'est passé là-bas. Et sur un tout autre front, ils mettent maintenant en œuvre des pouvoirs d'urgence pour confisquer les avoirs russes et émettre un prêt de 140 milliards d'euros garanti par ceux-ci. Je veux dire, le Japon, de tous les pays, a maintenant déclaré « c'est mal, ne le faites pas ». Les États-Unis ont dit « ne le faites pas ». La Banque centrale européenne a dit « ne le faites pas ». Mais ils vont le faire. Ce n'est plus l'endroit sûr qu'il était autrefois pour faire des affaires. Et à cause de cette impulsion idéologique extrême, ils deviennent encore pires que les Américains, ce qui n'est pas peu dire. Oui. Et de la même manière, je pense que les Allemands sont aussi un peu comme ça, même si l'Allemagne a vraiment besoin du marché chinois et qu'il y a beaucoup de collaboration et d'investissement. En fait, il y a eu un énorme afflux d'investissements allemands en Chine. Et en ce moment, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Walpole, est en visite en Chine. Il devait venir il y a un mois, mais il a stupidement dit quelque chose à propos de Taïwan, ce qui n'a rien à voir avec l'Allemagne. Pourquoi dire quelque chose comme ça? Du coup, personne en Chine ne voulait le rencontrer, et il a dû reporter sa visite et, en quelque sorte, faire marche arrière, essentiellement pour pouvoir venir ici et préparer, je suppose, la visite éventuelle de Merz. Pourquoi a-t-il fait ça? C'est tellement stupide. Eh bien, c'est absolument stupide, parce que, je veux dire, tout le succès industriel de l'Allemagne au cours des 20 dernières années reposait sur deux choses. Le gaz bon marché venant de Russie et un partenariat commercial et d'investissement très solide et très fructueux avec la Chine. Et ces deux piliers ont été détruits. Encore une fois, l'idéologie semble avoir pris le dessus. On aurait pu penser, étant donné que la Chine n'a aucun point de conflit évident avec l'Allemagne, que les Allemands ne voudraient pas adopter de position anti-chinoise. C'est gratuit et c'est stupide, mais c'est de plus en plus ce qu'ils font. Et je dois dire ceci. Les Allemands suivent la voie tracée par les États baltes. Je l'ai déjà dit. Vous savez, les Russes en sont venus à appeler l'Allemagne la Grande Estonie. Et on peut voir que, tout comme les Estoniens et les États baltes sont pathologiquement anti-russes, les États baltes sont aussi pathologiquement et bizarrement anti-chinois. L'Allemagne adopte tout cela également et se détruit elle-même dans le processus. Et il y a certaines rumeurs dans les médias chinois affirmant que Macron a été si bien accueilli avec de grandes foules, vous savez, lorsqu'il est allé au Sichuan, que désormais Merz et Starmer s'attendent tous deux à recevoir le même type d'accueil. Donc, nous verrons bien. Bon, vous venez de mentionner que l'excédent commercial de la Chine a dépassé 1000 milliards. C'est sans précédent en valeur absolue, 1000 milliards. Mais en réalité, si l'on regarde le tableau d'ensemble, je pense que durant la dynastie Song, les exportations de la Chine représentaient probablement environ un tiers du commerce mondial. Et certainement sous la dynastie Qing, le commerce maritime comptait pour environ un tiers, dont à peu près un tiers transitait par Guangzhou à lui seul. Donc, ce n'est pas vraiment sans précédent. Non, ce n'est pas sans précédent. Enfin, c'est sans précédent dans le monde industriel moderne. Mais ensuite, bien sûr, si vous connaissez la dynastie Song, qui est évidemment la période de l'histoire chinoise que je connais le mieux parce que c'est celle qui m'intéresse le plus. Je veux dire, vous savez, je collectionne des peintures de cette époque. Je connais l'histoire de la dynastie Song. La dynastie Song était au bord de l'industrialisation. La Chine était, à cette époque, très très proche de l'industrialisation.
Dans certains secteurs, comme la fabrication de la porcelaine, elle y est même parvenue. Les Chinois ont été les premiers à créer des chaînes industrielles modernes et des méthodes de production modernes. Ils avaient même une véritable politique monétaire, ce que personne d'autre n'avait. À cette époque, ils avaient de la monnaie papier, de la véritable monnaie papier. Je veux dire, ils disposaient d'une forme d'organisation économique véritablement moderne. La raison pour laquelle cela n'est pas allé plus loin est très simple. Il y a eu l'invasion de divers peuples du Nord, les Liao, les Jin et finalement les Mongols. Ce sont donc ces forces extérieures qui ont empêché le processus d'aboutir. Et si vous étiez allé n'importe où dans le monde vers l'an 1000, à l'apogée de la dynastie Song, vous vous seriez dit que cet endroit était immensément en avance sur tous les autres. Je soupçonne qu'à cette époque, l'économie chinoise représentait probablement une part plus importante du PIB mondial qu'aujourd'hui. Et probablement en termes de commerce, je veux dire, c'est exactement le point que vous venez de soulever. Il en va de même pour la dynastie Qing. Ce fut une tragédie non seulement pour la Chine, mais pour l'humanité. La Chine évoluait de multiples façons intéressantes. Elle développait son système politique, la position de l'empereur changeait et la société s'éloignait de plus en plus du militarisme. Mais vous avez tout à fait raison. Je veux dire, je pourrais en parler pendant des heures. Le fait est que vous avez entièrement raison. Ce qui s'est passé, c'est que la Chine a retrouvé sa position historique au sein de l'économie mondiale. Elle a toujours été technologiquement et industriellement, en matière de fabrication, extrêmement avancée. Et elle a toujours représenté une part considérable du commerce mondial. L'un des sujets abordés dans certains articles est que le yuan chinois serait sous-évalué. Ils attribuent cela au succès des exportations dépassant le billion de dollars. Les produits chinois étant si compétitifs parce qu'ils offrent un bon rapport qualité-prix, n'est-ce pas? Bonne qualité et prix bas. Et ce prix bas viendrait du yuan sous-évalué. En même temps, je dois dire que je ne suis pas sûre que les États-Unis souhaitent vraiment que la Chine renforce le yuan. Pour une raison simple, le PIB est calculé en utilisant le taux de change actuel, 1 pour 7, n'est-ce pas? Maintenant, si le yuan se renforce, le PIB chinois en dollars augmente sans que rien ne change. Voilà, je ne pense pas que les États-Unis veuillent cela. Non, absolument. Je veux dire, vous soulevez un excellent point. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec quelqu'un à propos de la monnaie russe, qui monte et descend beaucoup plus. Elle bouge comme un yo-yo, bien plus que le yuan chinois. Il y a eu davantage de stabilisation récemment, mais quoi qu'il en soit, les Russes ont ce qu'ils appellent un taux de change sale. Ils font cela volontairement parce qu'ils veulent maintenir un excédent commercial. Ils laissent leur monnaie fluctuer bien plus que la Chine. Mais bref, il me disait qu'il y a des preuves que l'économie russe se contracte, ce que montre le fait que la monnaie est en baisse. Et j'ai dit que l'année précédente, la monnaie russe s'était en réalité renforcée. Si l'on utilise les chiffres du PIB basés sur les taux de change, cela signifierait que cette année-là, l'économie russe avait cru de 14%. C'est bien ce que vous me dites? Je me souviens de cette discussion. Inutile de dire qu'il s'est mis très en colère quand j'ai dit cela, comme les gens le font toujours. Mais vous avez tout à fait raison. Si la Chine laissait flotter son taux de change, deux choses se produiraient rapidement. Enfin, trois choses. D'abord, le taux de change augmenterait. Il se renforcerait. Deuxièmement, cela signifierait qu'il y aurait une énorme vague d'investissement, car l'argent du monde entier affluerait en Chine. Cela absorberait les investissements venus de partout. Troisièmement, l'excédent commercial chinois se rétablirait rapidement.
il se stabiliserait à un taux de change plus élevé, car le taux de change n'est pas le facteur déterminant de l'excédent commercial chinois que beaucoup imaginent. Ce ne serait pas une bonne chose pour la Chine de procéder ainsi, car une vague d'investissement entraînerait un afflux de capitaux spéculatifs dans le pays, créant toutes sortes de volatilité et d'instabilité. Cela causerait toutes sortes de problèmes. En fait, ce serait très proche de ce qui est arrivé au Japon dans les années 1980. Vous savez, nous avons parlé des accords du Plaza. La Chine a donc tout à fait raison de ne pas faire cela, mais cela n'aurait pas l'effet que beaucoup de gens imaginent. Et ce n'est pas la raison du formidable essor des exportations chinoises. C'est de toute façon un mauvais argument, car il suppose qu'il existe une raison technique à l'énorme puissance du pays dans les domaines de la technologie, de la fabrication et de l'industrie. Les questions techniques sont précisément le genre de choses qu'un gouvernement devrait gérer pour renforcer l'économie. Tout ce que cela montre vraiment, c'est que le gouvernement chinois sait ce qu'il fait, au fond. D'accord, parlons donc de cette stratégie de sécurité nationale des États-Unis 2025 qui a attiré beaucoup d'attention. Il y a eu énormément de discussions sur les réseaux sociaux chinois et quelques commentaires dans les médias occidentaux traditionnels. Maintenant, il semble que beaucoup de gens disent qu'il s'agit de la version Trump de la doctrine Monroe et d'une sorte de repli stratégique. Je n'en suis pas si sûre. Bon, examinons cela un peu plus en détail. Tout d'abord, il y a un paragraphe qui me laisse perplexe. Il dit « La politique étrangère du président Trump est pragmatique sans être celle d'un pragmatiste, réaliste sans être celle d'un réaliste, fondée sur des principes sans être idéaliste, musclée sans être belliciste. Pourquoi le fait d'être belliciste ou pragmatiste ou réaliste est-il considéré comme une mauvaise chose? Pourquoi insiste-t-il là-dessus? C'est à toi de me le dire. En gros, ce que cela veut dire, c'est qu'il existe une école réaliste de politique étrangère, qui est en fait pragmatique, et ils affirment que ce n'est pas du tout ce qu'ils représentent. C'est d'ailleurs un document très étrange. Il reconnaît certaines réalités du monde moderne. Il admet que la Chine d'aujourd'hui est une grande puissance et une grande économie, et tout cela. Il est très hostile à la Chine. Je pense que les gens sous-estiment à quel point ce document est réellement hostile à la Chine. Il considère clairement la Chine comme le grand rival, et il parle de Taïwan d'une manière qui, à mon avis, devrait inquiéter les gens en Chine, parce qu'il remet fondamentalement en cause, au minimum, le statu quo. At the very least, the status quo. It wants to see the status quo. In other words, this situation where Il souhaite voir le statu quo. En d'autres termes, cette situation où Taïwan conserve une sorte de, disons, d'indépendance. Je ne parle pas d'indépendance juridique, mais au moins, elle ne fait pas partie du système gouvernemental chinois. Et ils veulent maintenir cela indéfiniment. Au fond, on a le sentiment qu'ils préféreraient que Taïwan devienne pleinement indépendante. Il ne veut pas que Taïwan soit réunifié avec la patrie. Je veux dire, c'est évident. Et il y a autre chose qu'il dit, que les États-Unis ne doivent permettre à aucun pays, et bien sûr le seul pays dont il est question, c'est la Chine, de devenir plus puissant qu'eux. Il établit donc les conditions d'un futur conflit avec la Chine. Et il parle de repli. Il est question de mettre fin aux guerres sans fin. Il est question de ne pas s'enliser au Moyen-Orient. Mais en réalité, cela signifie vouloir une sphère d'influence américaine sécurisée dans l'hémisphère occidental. D'ailleurs, il est précisé avec soin que les acteurs extérieurs, et là encore il s'agit de la Chine, ne doivent pas être autorisés. Il ne veut même pas de contact économique entre les États d'Amérique latine et la Chine. Il y a même un passage qui souligne l'importance pour les États-Unis de remplacer la Chine, c'est clairement de la Chine qu'il s'agit, en tant que principal partenaire économique de tous les États d'Amérique latine.
Et il faut garder à l'esprit que cela inclut le Brésil. Ainsi, le Brésil, qui est un grand pays, doit encore être subordonné et contrôlé par les États-Unis. Il veut donc que cette immense sphère d'influence soit totalement sous la coupe de l'Amérique. Et il veut une stabilisation, comme il l'appelle, de la situation en Europe, c'est-à-dire une stabilisation de la relation avec la Russie. Mais la seule raison pour laquelle il veut cela, en réalité, c'est pour pouvoir se concentrer sur la Chine à la place. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas, comme beaucoup le disent, une tentative de repli ou de retrait, ni une volonté de parvenir à une sorte d'entente avec la Chine. L'objectif est de placer les États-Unis dans une position plus forte afin qu'ils puissent mener une rivalité très agressive avec la Chine. Je suis sûr, tout à fait sûr, que le gouvernement chinois, qui a lu tout cela, n'est pas du tout dupe. Oui, eh bien, il y a certaines parties qui me semblent assez évidentes. Par exemple, ici il est écrit que pour un pays dont les intérêts sont, et le pays c'est les États-Unis, pour un pays dont les intérêts sont aussi nombreux et divers que les nôtres, une adhésion rigide au non-interventionnisme n'est pas possible. Pour moi, cela signifie qu'il continuera à mener des opérations de changement de régime, non? Donc, ce n'est pas un repli. Non, non. Je veux dire, cela laisse même entendre maintenant qu'il souhaite mener des opérations de changement de régime en Europe. Il est question de soutenir certaines forces politiques en Europe contre d'autres. Mais non, vous avez tout à fait raison. Il s'agit d'un ajustement des priorités. Il reconnaît que la poursuite de la domination mondiale américaine, et il utilise le mot « domination », ce qui est intéressant, est désormais hors de portée des États-Unis. Il n'utilise pas l'expression « domination mondiale », mais il veut toujours que les États-Unis restent numéro 1. Et il considère toujours la Chine comme un rival et un adversaire. Et il est tout à fait prêt à utiliser l'ensemble de l'arsenal que les États-Unis ont perfectionné au cours des, disons, 80 dernières années. Changement de régime, révolution de couleur, subversion interne. Il est tout à fait prêt à utiliser tout cela pour maintenir le contrôle. En réalité, c'est un document bien plus cynique que ce que produirait la soi-disant école réaliste. Il s'agit de sphères d'influence, de grandes puissances, et d'une tentative, on le voit bien, de dresser la Russie contre la Chine, de saper la Chine de toutes sortes de manières, de la repousser hors d'Amérique latine, par exemple. Et, en fin de compte, avec pour objectif que, même si nous ne pouvons pas dominer le monde, nous devons rester le pays le plus fort, le plus grand, le plus riche. C'est d'ailleurs tout à fait explicite à ce sujet. Eh bien, il est écrit ici, « Nous travaillerons avec nos alliés et partenaires pour maintenir les équilibres de pouvoirs mondiaux et régionaux afin d'empêcher l'émergence d'adversaires dominants. » C'est assez clair, non? La Chine ne peut pas être l'adversaire. Qui alors? Vous savez bien, la Chine, bien sûr. Il n'y a jamais la moindre suggestion d'un véritable partenariat ou d'une amitié sincère avec la Chine. On n'en trouve pas la moindre trace dans ce document. Non, ce qui est légèrement différent du précédent, je suppose, si l'on compare Trump à Biden, c'est que il parle beaucoup du partage du fardeau. Donc les alliés doivent, je pense, payer davantage les États-Unis pour qu'ils puissent maintenir leur position de puissance dominante. Voilà, c'est là que les choses deviennent très claires. Les alliés doivent payer plus, ils doivent contribuer davantage. Absolument. Car les États-Unis, malgré toutes leurs affirmations et leurs vantardises sur le fait qu'ils restent le pays le plus puissant, avec la meilleure économie et le meilleur système financier, comprennent parfaitement bien qu'ils ne peuvent pas affronter la Chine seuls. Ils veulent donc enrôler tous leurs alliés
pour le faire à leur place. D'ailleurs, nous avons fait une émission à ce sujet sur Duran, Alex et moi, et nous en avons longuement discuté. C'est exactement ce que font les empires en déclin, je précise, les empires coloniaux occidentaux. Deux exemples immédiats me viennent à l'esprit. Le premier est celui de la Grande-Bretagne. Nous en avons longuement parlé dans notre émission. Les Britanniques, dans les années 1890 et au début des années 1900, lorsqu'ils ont senti leur puissance décliner, ont commencé à dire aux membres du Commonwealth britannique, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, que le moment était venu pour eux de partager le fardeau avec la Grande-Bretagne. Et ils ont également dit que les États-Unis devraient se joindre à eux et partager le fardeau avec la Grande-Bretagne afin de maintenir les nations anglo-saxonnes, les nations anglophones, vous savez, au sommet. Et l'autre grand exemple de cela, ce sont les Romains, encore une fois en remontant aussi loin. Il existe une lettre célèbre, bien connue de tout historien de l'Antiquité, que l'empereur a envoyée aux cités britanniques en 400 après Rome, alors que l'Empire commençait à s'affaiblir, dans laquelle il disait « Je dois, vous savez, rappeler l'armée pour essentiellement m'occuper d'autres choses. À partir de maintenant, vous devez assumer la responsabilité de votre propre défense. » Les empires, lorsqu'ils commencent à s'affaiblir, se tournent vers leurs alliés. Peut-être ne devrait-on même pas les appeler ainsi. Ce sont des vassaux, des satellites, pour alléger leur fardeau, pour diminuer la charge qui pèse sur eux. Et en ce qui concerne l'Asie, c'est clairement indiqué, diriger à partir d'une position de force, ce qui signifie que les États-Unis dirigeront, n'est-ce pas? Continuer à diriger. Oui. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose d'assez intéressant à propos de l'Europe. Il est écrit « Nous voulons soutenir nos alliés dans la préservation de la liberté et de la sécurité de l'Europe, tout en restaurant la confiance civilisationnelle et l'identité occidentale de l'Europe. » Cela veut-il dire que l'Europe a perdu sa confiance civilisationnelle et son identité occidentale? Est-ce bien ce que cela dit? Oui, bien sûr que c'est le cas. Mais voyez-vous, encore une fois, c'est très intéressant, parce que ce qu'ils disent essentiellement, c'est que l'Europe est en train de perdre confiance en elle. Elle perd son identité occidentale, ce qui la rend moins fiable en tant qu'alliée des États-Unis. Ce qu'ils veulent, c'est qu'elle conserve son identité occidentale afin qu'elle reste alliée aux États-Unis. Vous savez, des vassaux loyaux et efficaces, qui considèrent l'ensemble du projet occidental, ou plutôt le projet américain, comme quelque chose dans lequel ils ont un intérêt. Je veux dire, c'est très inquiétant si vous lisez cela, car à un moment donné, certains pays européens, les populations migrantes pourraient dépasser les populations natives, ce qui, soit dit en passant, est absurde. Je veux dire, cela ne va pas se produire de sitôt. Mais quoi qu'il en soit, ils craignent que cela n'arrive un jour, et que ces États, ces nations, lorsque cela se produira, cessent de ressentir une parenté civilisationnelle avec les États-Unis. Dans ce cas, ils pourraient, horreur des horreurs, s'éloigner et se lier d'amitié avec d'autres, peut-être la Chine. Et encore une fois, c'est cela, le sous-texte. Ce document, d'ailleurs, tout le monde le sait, a pour auteur Elbridge Colby. C'est lui qui l'a principalement rédigé. Et il est très habile, vraiment très habilement écrit, de manière à dissimuler bon nombre de ses idées. Mais on voit bien ce qu'il cherche à promouvoir. Il pousse à un fort sentiment de rivalité et à une politique d'opposition envers la Chine. Peut-on dire, en somme, que mon impression est que cette soi-disant version trumpienne de la doctrine Monroe n'est pas vraiment un repli. C'est essentiellement une manière de dire que les Alliés devraient contribuer davantage pour maintenir les États-Unis en position dominante. Et puis, il y a certaines critiques du New York Times affirmant que l'administration Trump ne se soucie plus des valeurs et des principes.
Donc, on dirait qu'ils sont plus pragmatiques. D'une certaine façon, c'est comme s'ils abandonnent selon Trump toutes ces idées insensées sur le verser les bords et tout le reste. De contrer la Chine, tout ce qui fonctionne. Et c'est presque l'impression que ça donne. It is becoming much more brutal. Cela devient beaucoup plus brutal. Je veux dire, la doctrine Monroe concerne l'hémisphère occidental. Ce dont les États-Unis parlent ici, le programme qui est annoncé, décrit une situation où tous les États d'Amérique latine, tous les États américains des hémisphères nord et sud de l'hémisphère occidental deviennent directement subordonnés aux États-Unis en tant que provinces politiques et économiques. Leurs richesses et leurs ressources sont agrégées à celles des États-Unis eux-mêmes. Il s'agit donc d'une relation extrêmement déséquilibrée qui est proposée ici, et en fin de compte, d'une relation très extractive et exploitante. C'est une vision bien plus brutale pour l'Amérique du Sud. Une vision bien plus brutale que ne l'a jamais été la doctrine Monroe elle-même. Non, cela n'a vraiment rien à voir avec la véritable doctrine Monroe des années 1820. Je veux dire, il s'agit en réalité d'un projet néo-impérial. Non, en fait, le mot juste serait plutôt un projet néocolonial en ce qui concerne les latino-américains. Et bien sûr, ils n'accepteront pas cela. Je veux dire, l'idée que le Brésil accepterait, vous savez, un grand pays membre des BRICS, avec sa propre histoire de lutte pour l'indépendance vis-à-vis du Portugal, l'idée qu'il accepterait d'être subordonné et placé sous la coupe des États-Unis de cette manière est inconcevable. Je veux dire, il parle d'être réaliste, mais pas réaliste au sens strict. C'est fantaisiste. En fait, c'est cauchemardesque. Cauchemardesque aussi pour les États-Unis. Eh bien, si tu dis que c'est écrit par Albert Kobe, je pense que la raison pour laquelle il l'a rédigé de cette manière pour dissimuler un peu ses véritables intentions est probablement que Trump n'est pas entièrement d'accord avec lui. Eh bien, c'est vrai. Je suppose. Eh bien, par exemple, Trump a maintenant autorisé le H200. Nous en avons parlé, tu sais, ces puces haut de gamme vendues à la Chine. Et je pense qu'il a écouté David Sachs et d'autres personnes probablement pour adopter une approche plus pragmatique, plus réaliste, car interdire les puces haut de gamme à la Chine ne fonctionne pas. C'est évident. Donc maintenant, il a dit, d'accord, vous pouvez acheter le H200, nous verrons si la Chine l'achète, mais bon. En même temps, la plus haut de gamme, la Blackwell, reste interdite. Il me semble donc que, même si la puce la plus avancée reste interdite, il y a encore des gens au Congrès qui le critiquent vivement pour avoir autorisé la vente du H200 à la Chine. Pour moi, il y a deux factions parmi les élites de Washington. Il semble qu'Albert Kobe représente une faction et que Trump lui-même fasse plutôt partie de l'autre. Oui, je pense que c'est tout à fait exact. Je veux dire, dans les milieux industriels et commerciaux aux États-Unis, il y a des gens qui comprennent que toute cette rivalité avec la Chine est complètement erronée. Elon Musk, je pense, en fait partie, pour le dire simplement. Ils comprennent que c'est une vision à court terme et une erreur. Et ce qu'ils souhaitent, c'est une forme d'entente à long terme avec la Chine. Je veux dire, ils ne veulent pas seulement que certains types de puces soient autorisés à être échangés. Et David Sachs, d'ailleurs, est un bon ami d'Elon Musk, juste pour le préciser. David Sachs, by the way, is a good friend of Elon Musk, just to say. So, I mean, they want to see. Donc, je veux dire, ils veulent voir, vous savez, une relation avec la Chine beaucoup plus fondée sur les faits, réalistes et véritablement à long terme, parce qu'ils comprennent que c'est là que se trouvent les véritables intérêts de l'Amérique, ce qui est effectivement le cas d'ailleurs. Je veux dire, la vision que décrit le document de la stratégie de sécurité nationale n'est pas réaliste. Elle est fantaisiste. Elle est aussi grotesque et absurde que la vision néoconservatrice adoptée par l'administration Biden.
celle de créer la soi-disant Ligue des démocraties pour combattre la Ligue des autocraties. C'était une fantaisie grotesque. Mais celle-ci est presque aussi irréelle. Et l'une des raisons pour lesquelles le langage est voilé, je suis sûr que vous avez tout à fait raison, est de tromper Trump, qui se laisse facilement tromper. Et d'ailleurs, il en a rédigé la préface. Mais je pense que c'est aussi parce qu'aux États-Unis, ils ne peuvent toujours pas utiliser le langage incroyablement brutal qui serait cohérent avec un document de ce genre. Si l'on parle de l'Amérique latine, souvenez-vous, nous avons déjà évoqué Thucydide dans l'émission. Thucydide a décrit un débat entre les Athéniens, l'un des grands empires de l'époque, et un de leurs États vassaux, appelé Mélo. Selon Thucydide, les Athéniens ont dit aux habitants de Mélos que les forts font ce qu'ils veulent et que les faibles subissent ce qu'ils doivent. En fin de compte, en ce qui concerne le message adressé au peuple d'Amérique latine, c'est bien ce qui est exprimé ici. This is what is being said here. But, Colby can't say that. Mais vous savez, Colby ne peut pas dire cela de manière simple ou directe. Et bien sûr, personne en Amérique ne peut le dire ainsi non plus. Mais c'est bien le message. Maintenant, dans le cas d'Athènes, 15 ans après que les Athéniens ont dit cela aux Méliens, tout l'empire athénien s'est effondré. Et c'est un point d'ailleurs que Thucydide souligne ici. Je veux dire, un système fondé sur un tel niveau de coercition est fondamentalement instable. Et il me semble que ce système incroyablement coercitif et brutal dont parle Colby, en ce qui concerne l'hémisphère occidental, sera tout aussi instable. Et toute cette relation avec la Chine est également fantaisiste. Elle est inutile. Il n'est pas nécessaire de devenir un État tyrannique simplement parce que c'est ce qui est grand. Il n'est pas nécessaire de devenir un État tyrannique pour affronter la Chine. La Chine n'est pas dans cette logique. Elle ne cherche pas la domination mondiale. Quand la Chine a-t-elle jamais cherché à dominer le monde? Il y a eu des périodes dans son histoire où elle était bien en avance sur d'autres États. Je parle de la dynastie Song, par exemple, où en théorie, elle aurait pu vouloir le faire. Mais le peuple chinois de cette époque, les dynasties, les gouvernements, lorsqu'ils se sont trouvés dans cette position, qu'ont-ils toujours fait? Ils ont mené des politiques de paix, de développement interne et de renforcement. Jamais, jamais, ils n'ont cherché la domination mondiale comme les États-Unis, ce que ce document reconnaît d'ailleurs implicitement, ont tenté de faire. Cette vision cauchemardesque selon laquelle nous devons être forts pour empêcher les Chinois de devenir plus puissants que nous et de nous dominer n'a absolument aucun fondement dans la réalité. Le réaliste, le pragmatique, on dirait qu'ils perdent toujours. Exactement. Alors, à propos de ce différend entre la Chine et le Japon, le plus récent, c'est que des avions de chasse chinois ont bloqué le radar d'avions japonais. Comme toujours, les médias occidentaux n'en rendent pas compte correctement. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la Chine menait des exercices militaires dans les eaux internationales et avait prévenu le Japon à l'avance. Le Japon le savait donc. Puis, pendant que la Chine effectuait l'exercice, elle a publié un enregistrement d'une communication entre un navire chinois et un navire japonais. En gros, la Chine disait « Nous menons actuellement nos entraînements et exercices militaires ». Et le Japon a répondu « Reçu », ce qui signifie qu'ils savaient ce qui se passait. Pourtant, ils ont quand même volé si près de la Chine, à 2 reprises. C'est pour cela que la Chine a verrouillé le radar de l'avion japonais. Bien sûr, les médias occidentaux ne le rapportent pas. Mais selon toi, que cherche vraiment à faire le Japon? Provoquer la Chine? Eh bien, je le pense. Et d'ailleurs, les médias londoniens rapportent maintenant que le gouvernement japonais est très en colère, car l'administration Trump n'a pas apporté au Japon, ni au Premier ministre japonais, autant de soutien qu'elle aurait dû
dans ce conflit avec la Chine. Ils sont très en colère à ce sujet et ils se plaignent aussi. J'ai eu des amis, ou pas vraiment des amis, mais des personnes que je connais, qui sont japonais et ils m'ont dit que les Chinois s'emportaient un peu trop et que la situation n'était pas aussi grave que cela et que le premier ministre japonais n'avait pas voulu être aussi provocateur qu'on l'a dit. Eh bien, je suis retourné lire ce qu'elle avait réellement dit et cela m'a paru assez provocateur. Je dois dire que, dans l'ensemble, j'ai vraiment l'impression que le Japon cherche une sorte de querelle avec la Chine. Et je ne comprends pas pourquoi. Je veux dire, elle n'avait absolument pas besoin de dire quoi que ce soit à propos de Taïwan. On lui a posé une question, elle aurait pu l'esquiver. Shinzo Abe, qui était plutôt agressif envers la Chine, savait comment faire. Il n'y a aucune raison pour qu'elle n'ait pas pu faire la même chose. Il se passe quelque chose au Japon. Peut-être qu'ils sentent que leur position devient de plus en plus instable. Peut-être qu'ils ont le sentiment que leur statut de puissance dominante en Asie est en train de s'éroder, ce qui est le cas d'ailleurs, et qu'ils estiment devoir s'affirmer. Mais ils deviennent de plus en plus agressifs et de plus en plus téméraires aussi. Eh bien, certaines personnes sur les réseaux sociaux chinois disent que le Japon considère probablement que les États-Unis s'affaiblissent, non? Et que cela provoque peut-être une certaine panique au Japon, car on pourrait en arriver à un point où la Chine serait tellement avancée, tellement puissante, que même le Japon et les États-Unis ensemble ne pourraient pas faire grand-chose pour freiner l'ascension de la Chine, ce genre de choses. Donc, ils sont un peu pressés. Et bien sûr, ce n'est un secret pour personne que, pour le Japon, le meilleur scénario serait un affrontement entre la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas un secret. Évidemment, le Japon aimerait voir cela. Mais cela ne semble pas se produire. Pour une raison ou une autre, Trump ne veut pas vraiment d'une confrontation militaire directe avec la Chine, et la Chine ne la recherche certainement pas non plus. Mais le Japon semble pressé. Ils doivent provoquer quelque chose pour forcer la Chine et les États-Unis à s'impliquer. C'est ce qu'il semble se passer. Ce que vous décrivez ressemble tellement à la situation en Europe. La dynamique est presque identique. Et cela me fait penser, d'ailleurs, que cela confirme l'idée que tout comme les Européens craignent que l'Amérique devienne moins forte, ils redoutent d'être laissés seuls face aux Russes. Ils sont terrifiés par ce que cela signifierait. Et c'est pourquoi ils se montrent provocateurs et belliqueux envers la Russie au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Il commence à sembler que le Japon traverse exactement le même processus. Eux aussi s'inquiètent d'un affaiblissement de l'Amérique et par conséquent ressentent le besoin de s'affirmer face à la Chine et de la provoquer. Et dans les deux cas, l'objectif semble être le même. Forcer les Américains à se réengager en Europe contre la Russie, à se réengager auprès du Japon contre la Chine. Bien sûr, cela ne résout pas le problème à long terme, mais vous savez, c'est, je suppose, tout ce que ces différents dirigeants, eh bien tout ce qu'ils sont capables d'imaginer et de concevoir. Encore une fois, permettez-moi de dire ceci. Les Chinois sont probablement les seuls au monde aujourd'hui, je le dis sérieusement, capables d'imaginer un monde où les États-Unis ne sont pas totalement dominants. Moi, en tant que Grec né en Europe, dans les années 1960, je trouve l'idée d'un monde non dominé par les États-Unis tout à fait extraordinaire. Les Russes, d'ailleurs, sont pareils. Eux aussi ont été élevés avec une vision du monde entièrement construite autour de l'hypothèse de la domination américaine. Je ne pense pas que cela ait jamais existé en Chine, en réalité, en raison de l'immense histoire du pays, de son passé et du sentiment de confiance né de la libération de 1949. Donc je pense qu'en Chine, eh bien, quand on observe ces choses, quand on regarde ce que deviennent les Européens,
ce que deviennent les Japonais, ce que deviennent les Américains eux-mêmes. On voit l'inquiétude et les hésitations qui existent même à Moscou. Et on se dit, pourquoi? Pourquoi les gens se comportent-ils ainsi? Et pour nous, et je m'inclus là-dedans, le changement est si immense qu'il n'est pas surprenant que tous ces comportements étranges commencent à apparaître. Oui, et puis sans parler du fait qu'Israël veut toujours faire intervenir les États-Unis, non? Pour combattre l'Iran ou peu importe? Oui, on dirait que tout le monde veut faire intervenir les États-Unis, juste pour les impliquer. Et ils sont pressés, tu sais, donc. Mais honnêtement, en Chine, en fait, la Chine est tout à fait d'accord pour que les États-Unis continuent de dominer sur le plan militaire et tout ça, tant qu'ils ne font pas pression sur la Chine ou ne limitent pas son espace de développement. Je pense que la Chine s'en satisfait. Absolument. Ils l'ont dit à de nombreuses reprises. Xi Jinping le répète chaque fois qu'il rencontre des présidents américains. Il dit « Nous ne sommes pas là pour vous remplacer ». C'est simplement son idée. En dehors de cela, nous sommes là pour nous développer, pas pour vous remplacer. Mais je l'ai déjà dit à maintes reprises, en Occident, nous sommes incapables de le croire. Cela ne nous semble pas logique, car nous sommes des sociétés dont l'histoire a toujours été marquée par la lutte, le pouvoir et la domination. Alors, dites à quelqu'un qu'un pays aussi puissant que la Chine ne s'intéresse pas à ces choses. En Europe, dites-le. Et ils n'arrivent tout simplement pas à le concevoir. Non. Et puis l'exemple que vous venez de mentionner, ce n'est pas totalement résolu. En fait, leur ministre de l'économie, Kagerman, a témoigné devant le Parlement. Le Parlement voulait vraiment savoir ce qui s'était passé. C'est donc très intéressant. Ils ont examiné en détail plusieurs aspects de ce qui s'est produit. D'abord, il a dit que lorsqu'ils ont pris cette décision, certains membres du Parlement néerlandais se sont plaints d'avoir agi trop vite, sans en discuter avec qui que ce soit, et cela est clairement vrai. Ils n'ont évidemment pas informé l'UE, et c'est, je suppose, ce que certains membres du Parlement disaient, qu'ils n'en ont même pas discuté avec l'UE. Ils n'ont certainement pas non plus informé leurs clients de la décision. Il a dit que la raison pour laquelle il n'avait prévenu personne, c'était qu'il ne voulait pas que la Chine l'apprenne à l'avance. D'accord? Et ensuite, il a ajouté que la décision avait été bien analysée. Ils ont fait beaucoup d'analyses, examiné les avantages et les inconvénients, et même essayé de prévoir ce que la Chine ferait. Mais il ne s'est reconnu qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle riposte de cette manière. Alors, pourquoi? Quel genre d'analyse est-ce que c'est? Ils devraient virer tous leurs analystes, c'est tout ce que je peux dire. Franchement, c'est incroyable. Enfin bref, continuez. Oui, et puis autre fait remarquable, même après que la Chine a interdit la sortie des puces du pays, le gouvernement n'a apparemment toujours pas informé le Parlement. C'était déjà dans les médias, mais personne n'a expliqué au Parlement ce qui se passait. C'est une situation grave. Alors certains membres lui ont posé des questions à ce sujet, et il a répondu qu'il ne voulait pas que la Chine parte trop vite. Qu'est-ce que ça veut dire? La Chine peut partir à tout moment, en ne prévenant même pas les membres de votre propre Parlement? Il a complètement perdu les pédales, à mon avis. Il est en mode panique, je pense. Eh bien, il est en mode panique. Mais ce qu'il décrit, c'est une histoire d'une duplicité et d'une hostilité incroyable envers la Chine, si on y réfléchit bien. Quand il dit qu'il ne faut pas alerter les Chinois sur ce qu'on s'apprête à faire, est-ce ainsi qu'on traite ses partenaires commerciaux? Est-ce ainsi qu'on traite les gens qui font des affaires dans votre pays et y investissent? Vous prenez ces mesures secrètes, aussi secrètes. Pour moi, j'étais pas au courant de tout cela, mais c'est stupéfiant.
Et j'aurais pensé que toute personne en Chine envisageant d'investir aux Pays-Bas maintenant se dirait, eh bien après ça, comment le pourrions-nous? Now are going to say to themselves, well, after this, how can we? How can we? And the Dutch have Comment pouvons-nous faire cela? Les Néerlandais font preuve d'une arrogance incroyable. Ils disent avoir fait toutes ces analyses et qu'ils ne peuvent pas. Je ne peux pas imaginer que la Chine réagira. Quel genre d'analyse est cela? Je veux dire, ils sous-estiment la Chine, tout en se disant, et en se répétant entre eux, qu'elle est agressive et constitue une menace pour eux. Ils ne parviennent même pas à se décider sur ce point fondamental. Quoi qu'il en soit, franchement, ils donnent l'impression d'être maladroits, incompétents, duplicités, malhonnêtes et hostiles envers la Chine. Tout cela à la fois. hostile to China and all of those things at once. Il manque totalement de respect envers le fait que cette entreprise appartient à la Chine. Elle appartient à Wintech. Lorsque vous avez vendu cette entreprise aux Chinois, elle est devenue une entreprise chinoise. Et la Chine peut en faire ce qu'elle veut. C'est comme une entreprise néerlandaise qui peut s'installer ou partir où elle veut. Non? On dirait qu'ils oublient complètement cela. D'une certaine manière, ils pensent encore qu'ils possèdent cette entreprise. C'est stupéfiant. Yes. Absolument. De toute façon, avant de te laisser partir, je sais que ton temps est compté, parle-moi simplement de l'accord de paix. Il y a beaucoup de rumeurs disant qu'il va signer cet accord de paix puis démissionner d'ici Noël. Est-ce bien ce qui se passe? Je ne pense pas. Je veux dire, il a fait toute une série de déclarations au cours des dernières heures qui suggèrent toutes qu'il rejette complètement cet accord de paix. Il ne fera aucune concession territoriale. Il ne se retirera d'aucun territoire. Il exige un traité d'alliance avec les États-Unis, ratifié par le Sénat, ce qui est évidemment inacceptable pour les Russes. Il dit que oui, il est prêt à organiser des élections, mais que c'est aux États-Unis de garantir les conditions. Ce qui revient essentiellement à dire aux Américains de venir se battre contre les Russes à notre place. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons organiser les élections. Donc je n'ai pas l'impression qu'il ait l'intention d'aller où que ce soit. Et oui, il y a eu une grave crise de corruption qu'il a visé lui et certains de ses responsables. Mais j'ai le sentiment, encore une fois, que ses amis européens se sont précipités à son secours. Il est venu à cette réunion à Londres. Ils l'ont tous accueilli à bras ouverts et l'ont enlacé. Il est allé à Rome et la première ministre italienne, Meloni, l'a enlacé. Ils soutiennent tous Zelensky et je ne pense pas qu'il ait l'intention de partir. Trump voudrait peut-être qu'il parte, mais je pense que pour le moment, puisqu'il bénéficie du soutien des Européens, il est en sécurité. Peut-on simplement conclure que nous vivons dans un monde plus ou moins en désordre, parce que de nombreux pays paniquent à l'idée que les États-Unis soient en déclin, que ce soit les Européens, les Japonais ou les Israéliens. Tout le monde veut s'accrocher aux États-Unis tant qu'il reste une puissance, avant qu'il ne soit trop tard, selon eux. Donc, avant que cela n'arrive, nous continuerons à voir un certain chaos. Et en ce moment, par exemple, la Thaïlande et le Cambodge, leur conflit semble de nouveau s'enflammer. Nous continuerons dans ce genre de conflit éclaté. Tu as tout à fait raison. Bien sûr, ils n'ont aucune raison de paniquer. Pourquoi paniquer? Parce qu'un pays qui a toujours été pacifique tout au long de son histoire est en train de se lever. C'est une raison de paniquer, parce qu'un pays qui était autrefois très très pauvre est devenu riche. C'est absurde. Ce sont ce genre de peurs que, de mauvais enfants, c'est tout ce que je peux dire. Je veux dire, c'est absurde. Et bien sûr, ils ont tous leurs petits griefs à régler. Israël veut vaincre l'Iran, certains États européens veulent résoudre le problème russe, et le Japon a ses propres problèmes.
resolve the Russian problem, and Japan has its issues. So, I mean, they're all acting in this feverish, hysterical. Donc je veux dire, ils agissent tous de manière fébrile, hystérique. Mais il n'y a aucun fondement à cela. Vous savez, je pense d'ailleurs que vous avez mis le doigt sur un point très très pertinent, parce que je crois que vous avez tout à fait raison dans votre explication de toutes ces motivations. Il y a une citation célèbre d'Antonio Gramsci, le communiste, marxiste et théoricien italien. Bref, il a dit un jour que dans une période de transition, la cause de la crise est que l'ancien meurt, mais que le nouveau n'est pas encore né. Et pendant cette transition, toutes sortes de symptômes morbides apparaissent. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons? Oui, beaucoup de gens ont peur de l'inconnu. Je pense que ça en fait partie aussi. Oui, ils ont peur de ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, pour moi, un monde qui n'est plus dominé par les États-Unis, eh bien, j'en ai pas peur, comme certaines personnes. Mais même moi, je trouve cela déstabilisant. Et je peux imaginer que toutes sortes d'autres personnes, parce qu'elles sont conditionnées à supposer que les Américains sont toujours là, toujours aux commandes, toujours en train d'agir, toujours en train de penser pour elles. Je veux dire, pour elles, je comprends pourquoi il y a cette panique contenue et pourquoi elles se comportent maintenant de manière fébrile, hystérique et imprudente. Et au milieu de tout cela, la Chine est là, calme, stable, sereine, attendant que tout cela passe. Elle a la sagesse d'une civilisation et celle d'être le plus ancien État en existence continue. Et Dieu merci pour cela. Oui, oui. Et le Japon, je pense en particulier, a peur à cause de ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils en ont peur. Oui, bien sûr, d'accord. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Sina Parley, Semaine prochaine. Absolument. Merci, Sophia. Au revoir.